Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc nous nous retrouvons pour cette partie d'émission préenregistrée durant le mois de juillet avec notre invité Jean-François Chemin. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous profitons d'un de vos trop rares passages à Paris pour évoquer le thème de la guerre juste. Et nous avons aussi dans le studio le frère Thierry. Bonsoir frère. Bonsoir chers amis. Donc cette émission étant préenregistrée, exceptionnellement, il ne sera pas possible de participer par vos messages. Alors, je vous invite, Jean-François Chemin, à l'occasion de la parution d'un livre dont vous êtes l'auteur, intitulé « La guerre juste » et sous-titré « Aux origines de la conception occidentale du Bellum Iustum ». C'est paru aux éditions des Cimes, dans la collection Retour au réel, dirigée par le frère Thierry, ici présent. Alors, la guerre peut-elle être juste? Doit-elle l'être? Bon, la guerre est inhérente à l'humanité, me semble-t-il. Peut-être que certains utopistes sont en désaccord. Et elle a suscité des réflexions, des discussions, en particulier donc chez les Romains. Et vous êtes vous-même, Jean-François Chemin, un spécialiste de l'Antiquité romaine. Vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes docteur en histoire du droit. Vous êtes aussi chercheur et enseignant. Et donc ce livre est une thèse que vous avez retravaillée peut-être un petit peu pour la présenter au grand public. Absolument, c'est le fruit de ma thèse de droit, donc spécialisation d'histoire du droit, qui a été consacrée à l'évolution de la notion de guerre juste en droit romain, donc guerre juste, Bellum Iustum, en partant des origines de Rome, jusqu'à la chute de Rome, c'est-à-dire l'époque de Saint Augustin. Donc l'étendue de temps qui est étudiée est très vaste, Ouais. puisque c'est quasiment 1200 ans d'évolution. Et c'est très intéressant de voir chez un peuple qui est un peuple de juristes, qui a une sensibilité très, très affûtée par rapport au droit, de voir les évolutions de cette notion qui évolue tout en ne perdant rien de ce qu'elle était au départ. C'est-à-dire que les Romains sont des conservateurs, je ne sais pas comment on appelle ça, le syndrome de Diogène, je ne sais plus. Donc ils ne jettent rien, ils conservent tout, et jusqu'à l'époque de Saint Augustin, au 5e siècle après Jésus-Christ, on conserve encore certaines conceptions qui datent des origines, et je crois que c'est très intéressant, parce que Saint Augustin est le fondateur de la doctrine chrétienne de la guerre juste. Et donc c'est un passeur, il intervient à la toute fin de l'Antiquité, la charnière de l'Antiquité, de ce qu'on appellera par la suite le Moyen-Âge. Et je crois qu'il est intéressant de voir en quoi ce qu'il a transmis à la postérité est débiteur, héritier de ce qu'il a reçu. Oui, donc c'est tout un cheminement intellectuel auquel vous nous conviez. Absolument. C'est un voyage dans le temps tout à fait passionnant. Je signale d'ailleurs qu'il y a une préface du professeur Yann Le Bohec, professeur émérite à la Sorbonne, éminent spécialiste de l'Antiquité romaine, en particulier de son aspect militaire. Il souligne d'ailleurs dans sa préface que, contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, en voyant le titre du livre et sa brève présentation en 4e de couverture, c'est que vous touchez un sujet qui est bien proche de nos préoccupations contemporaines. Il y aura probablement toujours des guerres et l'actualité, malheureusement, nous le rappelle cruellement. Il est très intéressant, effectivement, de constater qu'un certain nombre de justifications qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour justifier des guerres, notamment par l'Occident, notamment par les États-Unis, s'enracinent complètement dans une argumentation romaine, qu'on retrouve notamment chez Cicéron, qui est celui qui a essayé de théoriser un petit peu la notion de guerre juste. Jusqu'à présent, les Romains en avaient une vision assez pragmatique, assez empirique, et puis avec la conquête de la Grèce au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains se sont imprégnés de philosophie. Et donc Cicéron s'est efforcé de faire une sorte de synthèse des différentes théories philosophiques sur la guerre juste. Et il est très frappant de voir qu'un certain nombre d'arguments qu'il utilise sont aujourd'hui complètement d'actualité dans des guerres menées par les Américains, notamment ou les Français d'ailleurs, contre tel ou tel peuple. Ouais. D'ailleurs,
nous sommes aussi dans l'actualité avec ce thème, dans l'actualité ecclésiale, puisque vous savez que François est revenu sur la notion de guerre juste pour essayer de l'enterrer en quelque sorte, hein, dans son encyclique Fratelli Tutti, publié en 2020. Alors tout ça a été l'occasion de quelques discussions, notamment sur Internet. Alors l'ouvrage tombe aussi à pic, hein, pour redécouvrir l'origine de cette notion et son développement à travers l'histoire. Et l'on voit que c'est encore d'actualité avec ces discussions sur la pérennité de cette notion, sont bien fondées aujourd'hui. Alors ce livre est vraiment tombe très bien, est un utile élément de réflexion dans ce débat, pour peu qu'il y ait débat. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose de commencer un peu de façon chronologique, hein, l'histoire de la genèse de cette notion de guerre juste. Tout commence avec un javelot ensanglanté. C'est comme ça que vous le présentez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors la doctrine romaine de la guerre juste n'entend pas juste au départ au sens de justice, de la cause, ça viendra dans le temps, mais c'est avant tout la justesse du rite. Il s'agit, pour qu'une guerre soit juste, que le rituel de déclaration de guerre, qui est très très minutieux, soit scrupuleusement respecté par des prêtres ad hoc, qu'on appelle les prêtres fessiaux. Ouais, donc c'est un collège de prêtres. C'est un collège de prêtres, une sodalité de prêtres qui sont dédiés aux déclarations de guerre et à la conclusion des traités de paix. Et ce sont des gardiens de la forme. Ouais. C'est-à-dire que le rituel comporte un aspect magique, donc avec des gestes qu'il faut perpétrer, des formules qu'il faut prononcer, et effectivement le geste le plus frappant, c'est celui qui consiste à lancer un javelot trempé dans le sang en direction des lignes ennemies. Donc c'est un geste qui est de nature magique et qui est censé transférer sur l'ennemi des miasmes, des malédictions, le tout provoquant d'ailleurs, et c'est très intéressant de le constater, on le voit notamment dans les descriptions de batailles telles qu'ont pu le présenter des historiens comme Tite-Live, ces effets sont très précis. Je dirais presque qu'il y a des effets cliniques, hein, de la guerre juste. Chez le vainqueur, en général, les Romains, sauf quand ils n'ont pas respecté, c'est rare, mais lorsqu'ils n'ont pas respecté les bons rituels, alors ils perdent, mais les effets donc sont les mêmes. Le vainqueur est pris d'une véritable fureur, hein, c'est le terme qui est utilisé, avec des phénomènes qu'on a pu comparer à la lycanthropie, c'est-à-dire des phénomènes de loup-garou. Leurs yeux se mettent à lancer des éclairs, ils se mettent à baver, ils se transforment véritablement en bêtes sauvages. C'est intéressant. C'est un phénomène qu'on retrouve chez différents peuples d'Europe. Hein. On retrouve ça chez les Nordiques. Chez les Nordiques. Oui, absolument. C'est une sorte de transe. Et donc c'est le guerrier loup. Hein. D'ailleurs, beaucoup de légionnaires romains combattaient revêtus d'une peau de loup. Et puis il ne faut pas oublier non plus que les Romains étaient les fils de la louve. Hein. Donc il y a véritablement quelque chose de ce genre. Donc lorsque la guerre est juste, eh bien le légionnaire romain se transforme en loup. Et par contre, l'adversaire est pris de certains phénomènes. Alors il y a soit le phénomène de torpor, c'est-à-dire la torpeur. Il est tétanisé et il se laisse égorger sans résister. Soit le phénomène de power, la peur, ou terror, et donc l'adversaire s'enfuit épouvanté. Donc il y a effectivement un côté magique. Mais on ne connaît pas bien, excusez-moi, l'origine précise de ces différents rituels, j'imagine, notamment le javelot. On ne connaît pas bien, mais certains... Alors, ce rituel du javelot, on le retrouve dans diverses civilisations indo-européennes. Hein. Il y a des précédents chez les Indo-Iraniens, il y a des précédents chez les Scandinaves, voilà. Ouais. Chez les Grecs aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui semble propre aux civilisations indo-européennes, et peut-être plus largement, je ne connais pas toutes les civilisations, mais on a comparé ça également à des phénomènes chamaniques, c'est-à-dire des phénomènes de transe, hein, où le chaman, au terme de danse, de chants rituels et très codifiés, arrive à rentrer en relation avec le surnaturel, puisque ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même si
parce que le phénomène est magique, il est donc supposé actionner des forces de l'au-delà, qui ne sont pas au départ forcément des dieux, mais qui sont des forces, avec lesquelles il faut rentrer en relation pour les maîtriser, les canaliser et les tourner contre l'adversaire. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le phénomène le plus ancien. Alors, vous allez me dire, mais et ceux d'en face, ils faisaient certainement la même chose, et pourtant, c'est les Romains qui gagnaient. Alors, les Romains avaient résolu le problème en disant, nous sommes de tous les peuples celui qui y croit le plus. Il y a un article d'un universitaire, un romaniste important au XIXe siècle, au XXe siècle, qui s'appelait Pierre Boyancé, qui s'intitule « Les Romains, peuple de la fides ». La fides, c'est la foi. Les Romains, peuple de la foi. Sauf qu'ils n'entendaient pas la foi au sens, actuel. Pour eux, la foi, c'était la confiance absolue dans l'efficacité du rite. Et donc, ils pensaient que, étant celui qui, de tous les peuples, qui avait le plus confiance dans l'efficacité du rite, eh bien, mécaniquement, ça leur donnait un avantage. Alors moi, je suis très frappé, personnellement, je suis catholique, croyant, je suis très frappé de voir que l'Évangile est rempli de paroles du Christ, disant, si, le miracle est possible si on y croit. Oui. Ta foi t'a sauvé, lève-toi et marche, etc. L'aveugle qui voit, il faut y croire. Et la prière aussi est exaucée si l'on croit déjà qu'on obtient ce que l'on demande. Eh bien, chez les Romains, effectivement, alors qu'ils étaient païens et avec une théologie extrêmement primitive, avant même que les grandes mythologies venues de Grèce les aient rejoints, ils avaient une foi très très basique en quelques dieux très très primaires. Eh bien, néanmoins, ils avaient une foi absolue dans le fait que la confiance totale dans l'efficacité du rite allait mécaniquement mettre les dieux de leur côté. Ouais. Avec les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure. Très bien. Et pour terminer sur le rôle de ces prêtres, de ce collège de prêtres Fessiaux, ils avaient aussi donc une fonction au moment de faire la paix. Effectivement, il concluait la paix. Alors là aussi, ça impliquait des sacrifices. Ça impliquait le sacrifice d'une truie avec un silex. Donc, on a fait remonter, à cause de la présence de ce silex, le rituel de conclusion de la paix à une époque très ancienne, où on ne connaissait pas encore les métaux, mais on tuait avec des armes de pierre. Et là aussi, donc, ce phénomène est très le rituel est très intéressant puisqu'il s'agit pour le fessial de se maudire lui-même si jamais Rome manque à sa parole en ne respectant pas le traité de paix. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant qui relève du paratonnerre ou du fusible, du plomb. Le fessial finalement dit si Rome... alors je tue cet animal maudit, la truie était un animal qui était en relation avec les enfers. C'était un animal déjà immonde, ignoble. Donc je tue cette truie et je prononce les formules qui vont bien. Et si jamais Rome manquait à la parole que je prends en son nom, eh bien c'est moi qui serai maudit. De même que lors du rituel de déclaration de guerre, le prêtre fessial prend Jupiter et d'autres dieux à témoin de la justice, cette fois-ci, de la cause de Rome, et dit bien que c'est lui qui doit être maudit si jamais il accomplit mal le rituel. Donc dans un cas, dans les deux cas, déclaration de guerre et conclusion de la paix, le prêtre fessial qui perpètre le rite, et c'est très intéressant parce que perpétrer, le titre du chef des fessiaux, c'est per patra, c'est celui qui perpètre l'acte. Eh bien, si l'acte est mal accompli, si les paroles ne sont pas justes, eh bien le fessial sera maudit. Et alors, la malédiction est supposée se traduire par le foudroiement par Jupiter. Il y a quelques exemples rares, puisque les Romains, étant le peuple de la fides, pensaient qu'ils étaient ceux qui respectaient donc le mieux le rituel, mais quand il y a eu quelques erreurs, il y a eu effectivement des exemples de foudroiement de celui qui s'était trompé.
Très bien. Alors voilà, c'est toute la première partie de votre livre qui est consacrée vraiment à l'origine de cette notion de guerre juste dans cet univers magique. Et donc on voit bien le caractère magique de cette guerre juste. Il n'est pas question de droit, encore moins de morale. C'est formaliste. Et puis, donc ça va commencer à évoluer ensuite. Précisons, rappelons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que juste, c'est à prendre au sens de justesse et non pas de justice. Et puis ensuite, cette notion va se forger au contact non plus de la magie, mais de la religion romaine. Alors, comment est-ce que... Alors c'est une évolution progressive. Au fur et à mesure du temps, les Romains vont renforcer leur mythologie, définir des rôles différents dieux, et notamment tout ça a été très bien étudié par Georges de Mézil, notamment. Ouais. Et donc le rituel festial s'accompagne de l'invocation d'un certain nombre de dieux, et principalement de Jupiter. Alors Jupiter joue un rôle tout à fait important dans l'imaginaire romain. D'abord, c'est le roi des dieux, le père des dieux. Dius Pater, Jupiter, Dius Pater, c'est le père de la lumière. Voilà, donc il y a quelque chose... Et il est supposé être dans le ciel, puisque c'est le dieu qui voit tout, et qui éclaire tout, et qui est notamment le dieu du droit. C'est le dieu qui rend la justice. C'est le dieu qui récompense celui qui est dans son droit et qui punit le parjure. Voilà. Donc, il n'est pas du tout anodin que les Romains aient mis Jupiter au sommet de cette pyramide juridique, puisque on pourrait le représenter par l'œil qui voit tout, et puis la foudre qui punit le parjure. Alors ils invoquent également d'autres dieux. Ils invoquent Janus, ils invoquent Mars, le dieu de la guerre, mais de manière assez secondaire, Quirinus, et puis les dieux des enfers aussi. Voilà. Donc, mais le principal c'est Jupiter. Et il s'agit de persuader dans le rituel Jupiter que la cause de Rome est juste. Et ça, c'est une notion qui va s'introduire, c'est la notion de juste cause. Et là, on n'est plus tellement dans la forme, on est désormais dans le fond. Ce qui ne veut pas dire que la forme est négligée. Il faut toujours être très 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 scrupuleux sur le respect de la forme. Le moindre anicroche fera tout capoter, mais il faut également persuader Jupiter de la justice cette fois-ci, plus seulement de la justesse, de la cause de Rome. Alors la justice de la cause, c'est que Rome a subi une injustice et qu'elle doit donc obtenir réparation. Alors la justice, les exemples qui sont donnés, c'est que Rome a fait l'objet d'une incursion, que ses récoltes ont été volées, que son bétail, que ses femmes ont été enlevées, que des marchands romains ont été assassinés. Donc la guerre offensive est proscrite. La guerre offensive est supposée proscrite. Oui. Rome ne doit mener que des guerres défensives ou pour récupérer ce qui lui a été pris. Alors, elle va peut-être se montrer susceptible. Alors, elle va se montrer susceptible, d'autant plus que la notion de juste cause, la notion de juste cause va s'étendre très loin. C'est-à-dire que Rome va désormais considérer qu'une juste cause, c'est de partir au secours d'une cité alliée qui fait l'objet d'une agression. Donc, c'est pas Rome qui a été agressée, mais c'est une alliée. Donc, par transitivité, si on agresse une alliée de Rome, on agresse Rome. Et puis, à l'époque de la République, vous savez qu'en 509 avant Jésus-Christ, les Romains ont renversé la monarchie pour proclamer une république qui n'avait rien de démocratique du tout. C'était un mélange de monarchie, d'aristocratie et de démocratie, mais donc c'était un régime mixte. Mais les Romains vont considérer qu'ils sont effectivement les champions de la liberté. Et ils vont se mettre à considérer qu'un régime politique, et c'est ça qui est très intéressant par rapport à notre époque, qu'un régime politique qui ne correspond pas à leurs critères est une agression à leur encontre. Oui. Et par exemple, ils vont s'en prendre au IIe siècle avant Jésus-Christ, un tyran de Sparte, Nabis, qui pourtant était supposé leur allié, mais voilà, pour diverses raisons, ça les arrangeait de vaincre Sparte. Et donc ils vont invoquer malheureux Nabis qui se défend en disant « mais je suis votre ami ». En disant « tu ne peux pas être notre ami puisque tu es un tyran et que l'existence même de ton régime constitue une agression contre Rome
qui partout dans le monde civilisé est la défendresse de la liberté. Oui. Voilà. Bon. Également, les Romains, et c'est très intéressant, et ça rappelle d'autres exemples, considèrent que leur république est fondée sur cette idée que chacun doit posséder ce qui lui revient, sum cuique, et que donc tout régime qui veut redistribuer les biens, tout régime socialement égalitaire, tout des régimes qui veut prendre aux riches pour donner aux pauvres, qui veut déposséder l'aristocratie, est un régime qui porte atteinte à la liberté. Et donc lorsqu'il y aura dans un certain nombre de cités, notamment grecques, des régimes par lesquels des réformateurs vont vouloir prendre aux riches pour donner aux pauvres, pour faire très simple, eh bien les Romains vont considérer que c'est un pas vers la tyrannie, la démagogie, la tyrannie, et donc vont considérer que ces régimes, en voulant imposer la justice sociale, ont agressé Rome. Ça rappelle quand même le comportement de certaines grandes puissances qui ont le respect de la propriété privée et qui ont considéré que c'était une menace contre la liberté dans le monde, contre leurs intérêts plus précisément, que de mettre en place un régime de type... plus monarchique, oui. Non, ou marxiste. Enfin, marxiste je pense aussi. à la politique des États-Unis en Amérique. On fait tomber des régimes parce que ce sont supposés des régimes... mais non démocratiques, surtout. Mais ils vont considérer que ce sont forcément des régimes non démocratiques. Quand, en 65, les Brésiliens ont démocratiquement élu le président Goulart avec un projet de réforme sociale, alors, les Américains vont pas déclarer la guerre au Brésil, mais ils vont s'arranger pour faire tomber Goulart. Parce que, forcément, si Goulart est un dirigeant... qui veut rétablir la justice sociale, c'est un dirigeant qui va porter atteinte à la liberté et donc être à des valeurs défendues par les États-Unis. On retrouve vraiment un archétype qui avait cours à Rome avant Jésus-Christ, des siècles avant Jésus-Christ, dans certains comportements contemporains. Donc, on invoque une religion. Enfin, les grandes puissances aujourd'hui, dites démocratiques, qui déclenchent des guerres, le font en général, souvent au nom des valeurs démocratiques. C'est-à-dire qu'elles invoquent la religion du moment, la religion dominante. Exactement. Exactement. L'idéologie démocratique est devenue une religion. Absolument. En réalité, derrière, il y a souvent des motifs et des intérêts c'était pareil, terre à terre. C'était pareil pour Rome. Mais voilà, donc on voit qu'effectivement la notion de juste cause s'étend, mais cette notion de juste cause est placée sous le regard de Jupiter notamment. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater que les Romains vont se persuader petit à petit qu'en fait Jupiter a un plan pour Rome, et ce plan dès le début, qui est donc de lui donner la domination du monde. Donc ils vont créer une petite mythologie faite d'exemples qui sont abondamment cités notamment par Virgile ou par Tite-Live, qui montrent que par des signes, les Romains font parler Jupiter qui leur promet la domination du monde. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Jupiter est à la fois le garant du droit international, le gardien du droit international, donc qui est supposé punir le parjure, celui qui a menti, celui qui est dans son tort, celui dont la cause est mauvaise, mais qu'en même temps il a partie liée avec Rome. Donc finalement Rome est toujours quelque part dans son droit. Alors un mot pour dire aussi que les Romains du coup étaient obsédés par les signes, étant sous le regard de Jupiter et supposés aidés par Jupiter à conquérir leur empire, eh bien ils sont en permanence en train de quêter par différents moyens. On prend les auspices, et, voilà, on guette des signes, des miracles, etc., qui sont supposés être le moyen par lequel Jupiter leur exprime sa volonté, qui de toute façon est qu'ils gagnent et qu'ils étendent leur empire. Ouais. Frère Thierry, que vous inspire tout ça? Vous êtes d'accord? Le Romain, vous l'avez dit, est conservateur. Lors de la République, on va garder la fonction du roi, qui aura un rôle très important lors des déclarations de guerre. Est-ce que vous pourriez évoquer, lors de la République romaine, le rôle du roi, du Sénat et du peuple? Absolument. Alors, d'ailleurs, ça ouvre la porte à la troisième partie, puisque j'ai consacré ça justement aux aspects politiques de la guerre juste. Alors, initialement, donc, Rome était une monarchie avec à sa tête un roi qui concentrait les fonctions politiques et religieuses. Georges Dumézil a mis en évidence que, Émile Benveniste aussi, je crois que l'étymologie de
de Rex, au départ, c'est le prêtre. Hein. Donc, on considère que dans les tout premiers temps, le premier prêtre official, ça devait être le roi lui-même, hein, qui, par des chants, des danses, des formules, puis qui lançait le javelot. Bon, voilà. Tout ça, c'est petit à petit. Alors, le roi était assisté d'une assemblée des anciens, donc le Sénat, c'est Sénès, l'assemblée des anciens, qui le conseillait. Bon. Lorsque la République est arrivée, donc on a fait tomber le roi, ça n'a pas été une révolution démocratique, ça a plutôt été une révolution aristocratique, eh bien, les Romains ont mis en place des institutions assez complexes qui prenaient en compte les différents types de régimes existants reconnus par les Grecs. Alors il y avait d'abord, effectivement, vous l'avez dit, un aspect monarchique, qui a deux formes. Tout d'abord, un aspect monarchique sur le plan politique, avec la présence de 2 consuls, dotés d'un pouvoir exécutif très fort. Alors pourquoi 2 ? Eh bien, c'est le modèle de la monarchie spartiate, où il y avait 2 rois. Hein, c'est pour que, eh bien, il n'y en ait pas un seul et qu'il s'équilibre. Voilà. Donc, alors, les consuls ont conservé le pouvoir politique du monarque, qui a été dissocié de son autorité religieuse en la personne d'un rex sacrorum, d'un roi des sacrifices, mais qui se trouve avoir une fonction qui est, on va dire, purement honorifique ou symbolique. Oui, symbolique, voilà, symbolique. Oui. Bon, donc les consuls. Autre institution, donc le Sénat. Alors le Sénat va récupérer une grande partie de la charge religieuse de la fonction royale. Je m'explique. Les Romains distinguaient 2 choses. Pour bien gouverner, ils distinguaient 2 forces, 2 légitimités. Pour bien gouverner, il fallait d'abord avoir le pouvoir, la potestas, la puissance, dont l'aspect le plus élevé s'appelle l'imperium. Bon. Donc le pouvoir politique détient le pouvoir. Mais également, pour bien exercer le pouvoir, il faut une force religieuse, l'auctoritas, qui signifie étymologiquement le plein de force divine qui permet de faire grandir, et qu'on va retrouver dans des mots tels que auctor, l'auteur, augere, celui qui augmente, autoriser. Donc il y a toujours cet aspect d'une force qui permet de créer, de donner la vie. Oui, un aspect sacré. Donc, sous la République, eh bien, les consuls n'ont plus l'auctoritas, hein, ils ont la potestas et l'imperium, mais l'auctoritas va être donnée au Sénat. Donc, cette assemblée des anciens est dotée de cette force divine qui donc lui donne le droit et le devoir de conférer une sorte d'investiture sacrée aux décisions qui sont prises. Une loi, même si elle a été votée, doit d'abord faire l'objet d'un avis du Sénat, et ensuite elle doit être entérinée par le Sénat, qui lui donne donc son caractère sacré. Donc ça, c'est la 2e institution. Et puis il y a la 3e institution. Alors le Sénat incarne un aspect aristocratique, hein, puisqu'au départ le Sénat est réservé aux patriciens. Et puis il va s'ouvrir ensuite aux plébéiens, mais aux plébéiens les plus riches. Bon. Et notamment des plébéiens qui ont accédé aux fonctions prétoriennes ou consulaires. Et puis la 3e légitimité est une légitimité démocratique, c'est celle du peuple à travers les comices. Alors le peuple se réunit dans différents types de comices, comices centuriates, comices tributes. Voilà. Et donc le peuple vote les lois, le peuple vote les déclarations de guerre et ou les traités de paix. Et le peuple ne peut être engagé que par une loi, un traité de paix ou une déclaration de guerre qu'il a voté. Donc on a dans la partie politique qui se met en place plus tardivement de la déclaration, enfin de la guerre juste, un aspect qui est que c'est le consul qui la propose, la guerre, c'est le Sénat donne son avis, le peuple la vote ou non, et ensuite le Sénat l'autorise. Il y a 2 interventions dans le Sénat, avant et après. Ouais. Et tout ça, donc, avec une charge religieuse importante. Toujours présente. Hein, toujours présente. Donc le Sénat apporte cette charge religieuse, mais en permanence, les choses doivent être précédées de prises d'auspices qui permettent de savoir si les dieux sont d'accord ou pas, et notamment si Jupiter est d'accord ou pas. Et notamment à la veille d'une bataille, on prend toujours les auspices.
Et normalement, on ne déclenche pas les hostilités si les auspices sont défavorables. Et quand les Romains passent outre, il y a un exemple célèbre. Il y avait un moyen de prendre les auspices, qui était ce qu'on appelait les poulets sacrés. Donc on donnait à manger à des poulets. S'ils avaient faim, s'ils se jetaient sur les graines, c'est que les dieux étaient favorables. S'ils n'avaient pas faim, il valait mieux s'abstenir. Et on est à la veille d'une bataille navale au cours de la première guerre punique, au large de la Sicile. La flotte romaine est commandée par un consul impétueux et décidé à en finir avec la flotte carthaginoise. On donne à manger aux poulets sacrés, ils n'ont pas faim. Et le consul, agacé, les jette à l'eau en disant « Ils n'ont pas faim, et bien qu'ils boivent ». Et bien sûr, la flotte romaine est coulée par les Carthaginois dans les heures qui suivent. Ouais. Bon, c'est très intéressant, évidemment, puisque au-delà de son caractère d'abord magique puis religieux, c'est la guerre juste est marquée donc par ce contact avec le droit romain, et ce droit romain, c'est vraiment l'héritage fondamental pour tous les Européens. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal de la France profonde, et nous recevons ce soir Jean-François Chemin pour son livre La guerre juste, aux origines de la conception occidentale du Bellum Justum, paru aux éditions des Cimes, dans la collection Retour au réel, dirigée par le frère Thierry, ici présent lui aussi. Alors il faut avancer un petit peu. Nous avons maintenant envisagé un peu cette question des institutions romaines et de la politique. Il faut aussi, on peut aussi parler un peu de la philosophie, l'apport de la philosophie. Tout à fait. Alors ça, c'est un apport tardif, puisque les Romains ne sont pas des philosophes, et ils vont découvrir la philosophie dans la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, après avoir donc conquis la Grèce, enfin plutôt libéré la Grèce du joug macédonien. En fait, ils ont conquis la Grèce, et conquérant la Grèce, ils ont conquis les philosophes. Et ça s'est très mal passé, puisque en 135 avant Jésus-Christ, une ambassade de philosophes grecs, conduite par un certain Carnéade, débarque à Rome pour présenter devant le Sénat romain les réflexions des différentes écoles philosophiques qui se faisaient concurrence à Athènes. Et Carnéade, qui était un des chefs de la nouvelle académie, lointainement descendante de Platon, de l'école de Platon, a voulu impressionner le Sénat romain par la puissance de sa philosophie en prenant pour thème la guerre juste. Et il leur a expliqué il n'y a pas de guerre juste dans l'absolu. La guerre est qualifiée de juste par celui qui l'a remportée. C'est le vainqueur qui dit si la guerre était juste ou pas. Donc vous les Romains, vous prétendez que vos guerres sont justes parce que vous les avez gagnées. Maintenant, si on demandait l'avis des vaincus, le point de vue serait peut-être différent. Ça a tellement choqué les sénateurs romains qu'ils ont renvoyé l'ambassade et qu'ils ont interdit aux philosophes de remettre les pieds à Rome. Ce qui va durer des décennies. Par contre, les sénateurs ne vont pas pouvoir empêcher que l'élite romaine va très tôt vouloir étudier à Athènes. Ça faisait chic pour les gens de bonne famille que d'envoyer leurs rejetons à Athènes, suivre quelques cours de philosophie. Et donc, la philosophie grecque va revenir en force à Rome à une époque très intéressante, puisque le 1er siècle avant Jésus-Christ est marqué pour Rome par une épreuve terrible, qui est l'époque des guerres civiles. À l'époque où Rome accède au sommet de sa puissance, elle a quasiment conquis très rapidement le bassin méditerranéen. En gros, Rome a mis 400 ans à conquérir le Latium, a mis encore une centaine d'années pour conquérir l'Italie, et puis en quelques décennies, après la Deuxième Guerre punique, elle a conquis le bassin méditerranéen. L'Afrique du Nord, l'Espagne, l'Asie, la Syrie, la Macédoine, la Gaule, l'Égypte. Bon, voilà. C'est d'ailleurs l'occasion, très, très brièvement, de rappeler que de sa fondation jusqu'à la bataille d'Actium, donc vers 31 avant Jésus-Christ, Rome n'a connu que 2 ans de paix. Absolument. 2 ans de paix. Voilà, donc ils étaient bien placés pour réfléchir à cette notion et développer cette notion de guerre. Mais donc ce 1er siècle avant Jésus-Christ est terrible. C'est-à-dire que depuis la lutte
entre Marius et Sylla, jusque la lutte, la guerre civile entre les partisans de Marc-Antoine et ceux d'Octave, c'est une 50aine d'années de guerre civile continue, Pompée contre César, les assassins les vengeurs de César contre les républicains qu'il avait assassinés. Enfin, 4 guerres civiles principales et 9 si on compte les guerres civiles secondaires. Voilà, avec des proscriptions. Il y a eu 2 grandes proscriptions au cours desquelles on affichait, un camp vainqueur affichait les noms des partisans du camp adverse qui pouvaient être mis à mort sans jugement. Et c'est comme ça que Cicéron, par exemple, a fini égorgé au cours de la seconde proscription. Bon, donc dans ce contexte terrible, les Romains se sont mis à réfléchir sur leur identité. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Et ça a été donc changement de régime, avec effectivement le passage du régime républicain qui n'avait pas pu empêcher la guerre civile, les guerres civiles à un régime monarchique, donc l'Empire, qui a mis pour 250 ans un terme aux guerres, et donc ce qu'on appelle la paix romaine. Et on a eu des récits fondateurs, que ce soit le récit sur les origines de Rome, avec Virgile, ou bien l'histoire romaine de Tite-Live. Voilà, donc c'est un moment où les Romains ont voulu réfléchir en profondeur à ce qu'ils étaient. Et notamment, ils ont réfléchi un peu plus sérieusement à qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste. Alors en excluant déjà par principe qu'une guerre civile puisse être juste, oui. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Et donc, Cicéron notamment, dans un certain nombre de traités, le De Republica, traité sur la République, le De Legibus, traité sur les lois, et le De Officiis, traité sur les devoirs, a réfléchi à ce que c'était que la guerre juste, en puisant dans les différentes philosophies qui avaient sous le coude. Alors c'est pas un travail de philosophe, c'est plutôt un travail de Romain pragmatique, donc il ne présente pas les théories des différentes écoles, simplement il réfléchit sur la guerre juste, et des auteurs contemporains se sont posé la question de savoir quelles étaient les différentes sources auxquelles ils puisaient. Alors, il reprend notamment les idées de Carnéade, la Nouvelle Académie. Il pose la question pour la réfuter. Est-ce qu'on peut dire que, il y en a qui le disent, il y en a qui le pensent, qu'il n'y a pas de guerre juste dans l'absolu, et que c'est le vainqueur qui dit qu'à posteriori que la guerre était juste. Alors Cicéron dit non, moi je suis pas d'accord. Bon. Alors ensuite, il semble mettre en évidence qu'il y a effectivement un sens de l'histoire qui fait que certains peuples, au pluriel ou même au singulier, puisqu'il s'agit plutôt de Rome, sont là pour conquérir les autres. Et là on s'est posé la question, quelle est son inspiration? Alors ça peut être les sophistes. Les sophistes pensaient effectivement qu'il y a une sorte de sélection naturelle, que la nature veut que le fort domine le faible, et que ça c'est bon pour l'humanité. Il y a une sorte de ce qu'on appellerait au XIXe siècle le darwinisme politique. Le darwinisme politique voulait que les nations fortes dominent les nations faibles, et que les classes sociales fortes écrasent les classes sociales faibles. Tout ça c'était pour le bien de l'humanité. Bon, la sélection naturelle encore une fois. Donc est-ce que les Romains ont pu s'inspirer? Est-ce que Cicéron a pu s'inspirer de ça? Pourquoi pas? Mais Cicéron était très éclectique. Il était très éclectique, c'était absolument pas un idéologue. Voilà, pas du tout, il a appris dans différentes écoles. Il a repris dans différentes écoles. Il y a également, on a pensé qu'il avait pu s'inspirer d'Aristote, qui dans la politique dit qu'il y a des peuples, il y a des gens qui sont faits pour être maîtres et d'autres qui sont faits pour être esclaves. Et que c'est un service que ceux qui sont faits pour être maîtres rendent à ceux qui sont faits pour être esclaves que de les réduire en esclavage. Parce que ceux qui sont faits pour être esclaves s'en sortiraient pas tout seuls. C'est le droit naturel. Le droit naturel. Et il prend l'exemple des membres et du cerveau. Les membres ont besoin du cerveau pour bouger. Voilà. Et puis, troisième école, et on pense que Cicéron était plus proche de celle-ci, c'est la théorie stoïcienne d'un certain Panétus de Rhodes, alors, que disent les stoïciens et que dit notamment Panétus de Rhodes, et je crois que c'est très intéressant, y compris pour notre époque. Il dit qu'il existe une humanité
qui a été voulu par un Dieu unique qui a créé une humanité. Et que le projet de cette humanité, c'est d'être unis. Le village universel. Voilà. Et que finalement, le but de Rome, c'est d'unifier l'humanité. Dans une civilisation commune, Rome est le peuple qui porte la civilisation, et donc il implique de conquérir d'autres peuples pour les faire accéder à l'unité de l'humanité. Et, voilà. Et c'est donc un service que Rome rend au peuple en les conquérant, et donc les guerres de Rome sont toujours justes, parce qu'elles ont pour but d'unifier l'humanité autour de ses valeurs, de liberté, etc. Bon. Ça a été résumé par Virgile, l'impérialisme romain, parcere subietis, absolument, et debellare superbis. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour les peuples qui ont vocation à rentrer dans cette humanité commune, Cicéron propose que les moyens soient modérés. Il parle de faire des guerres modérées, en utilisant des moyens modérés. En revanche, il constate que certains peuples sont irréductibles à la civilisation romaine. Rebelle. Et il prend l'exemple des Gaulois, il prend l'exemple des Germains. Et il dit que face à ces peuples, qui ne voulant pas rentrer dans l'humanité commune, sont dès lors inhumains, et donc ne sont pas des hommes, et donc sont des sous-hommes, eh bien vis-à-vis d'eux, il n'y a aucune règle à respecter. On peut les attaquer sans déclaration de guerre, par surprise, on peut les massacrer. C'est une question de survie pour l'humanité. C'est une question de survie pour l'humanité. Et on peut constater que la guerre, je consacre tout un chapitre à ça, que la guerre que César mène contre les Gaulois est une guerre qui ne respecte aucune règle. Ouais. Parce que les Gaulois sont à l'époque considérés comme un peuple qui refuse la civilisation romaine et qui donc est un peuple de sous-hommes. Et on retrouve là aussi, je pense, quand même des problématiques contemporaines. C'est l'occasion d'insister sur un point, c'est que la guerre juste selon les Romains, ce n'est pas seulement les causes de la guerre qui doivent être justes, la déclaration de la guerre qui doit être dans les formes, etc. Mais c'est aussi la façon de mener la guerre qui doit suivre certaines règles. Qu'est-ce qui est banni? Qu'est-ce qui caractérise cette façon de mener une guerre de façon juste selon les Romains? Les Romains refusent l'usage de la ruse. Ouais. Ils considèrent que c'est bon pour les Grecs, mais que pour eux, les Romains, c'est le homme à homme, les yeux dans les yeux, à la loyale. Ouais. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'une hypocrisie totale, parce qu'ils sont souvent très très sournois et ils arrivent parfois avec une sorte de jésuitisme à toujours retomber sur leurs pattes. Mais enfin, pour eux, le peuple de la fides, c'est le peuple de la foi absolue dans l'efficacité du rite, mais c'est aussi, ça va donner ensuite, ça va avoir des développements, le respect de la parole donnée, c'est la probité. Être de bonne foi, voilà, la probité, tout à fait. On trouve un exemple chez les Grecs, Thémistocle, par exemple, qui refuse l'emploi de la ruse pour détruire ses ennemis. Oui, alors il y a effectivement chez les Grecs des exemples que les Romains ont repris. Mais les Romains considéraient que les Grecs étaient beaucoup moins fiables qu'eux. Alors le pire du pire pour eux, c'était les Numides, les Puniques, les Puniques, pardon, donc les Nord-Africains. Voilà, on parlait de fides punica, c'est-à-dire ceux qui ne respectent jamais la parole donnée. Ouais. Voilà. Bon, c'est très intéressant. Malheureusement, il ne nous reste que quelques minutes. Il faut absolument que nous parlions maintenant de l'accomplissement chrétien, comme vous intitulez cette dernière partie de votre livre. Donc la christianisation de cette notion de guerre juste, ce sera principalement le fait de saint Augustin. Plus tard, saint Thomas d'Aquin reviendra qui reprend saint Augustin et le approfondit selon sa façon de faire. Enfin, vous arrêtez à l'Antiquité romaine, donc à saint Augustin, c'est déjà très riche, et puis c'est vraiment l'origine de cette notion, c'est là qu'elle se forge. Alors, comment se déroule cet accomplissement chrétien de cette notion? Eh bien, tout simplement par le fait que ce qui est essentiel dans la conception traditionnelle païenne de la guerre juste, c'est qu'elle est toujours victorieuse, vous l'avez compris. À partir du moment où Rome a respecté scrupuleusement le rituel, a une juste cause, Rome est toujours victorieuse. Donc le critère de la guerre juste, c'est qu'elle est victorieuse. Il y a vraiment une équation absolue, guerre juste égale victoire. Or, on a pensé au début de la christianisation de Rome, au IVe siècle, que finalement le Dieu des chrétiens était derrière les dieux païens, qu'il a instrumentalisés, mais qu'il y a dans les victoires romaines, il y a dans l'Empire romain un plan de Dieu pour que
l'Église puisse se répandre dans le monde grâce à l'Empire romain. Et c'est ce qu'on va appeler théologie de la victoire, qui a notamment été définie par Eusèbe de Césarée, le confesseur, le directeur spirituel de l'empereur Constantin, qui est le premier empereur chrétien, converti en 312. Et voilà, donc on va avoir pendant une centaine d'années cette idée que c'est Dieu qui a voulu l'Empire romain pour répandre la foi chrétienne dans le monde. Or, en 410 après Jésus-Christ, effondrement, Rome est conquise par les Visigoths. Et on se tourne vers les chrétiens en leur disant, mais qu'est-ce qu'il fait votre Dieu? Tant qu'on était païen, on gagnait toutes les batailles, oui. Et maintenant qu'on est chrétien, on s'effondre. Et donc Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, s'est fait fort de répondre à la question. Et la première chose que Saint Augustin fait pour distinguer alors, la notion antique de la guerre païenne de la guerre juste de la notion chrétienne, c'est de dire la guerre juste pour le chrétien n'est pas forcément victorieuse. Et c'est là que Saint Augustin distingue la cité des hommes et la cité de Dieu. Il dit toute cité des hommes est mortelle. Et donc Rome disparaîtra, la France disparaîtra, voilà. En revanche, il ne parle pas de la France, mais enfin, s'il l'avait connu, il en parlerait, il en aurait parlé. En revanche, seul compte la cité de Dieu, et pour la construction de la cité de Dieu, eh bien, Dieu peut tout à fait éprouver le fidèle. Donc désormais, ce n'est pas parce on a respecté les règles de forme et qu'on est dans son droit sur le fond, que Dieu va nous donner la victoire. Il développe longuement l'histoire de Job. Dieu peut vouloir éprouver notre foi. Dieu peut vouloir nous faire connaître le martyr. Le juste peut être massacré. Et puis Saint Augustin va également christianiser un certain nombre de concepts, bien sûr. La notion de foi, évidemment, ne rentre plus dans cette idée magique que si j'ai la foi de manière absolue, j'ai automatiquement gain de cause. Ce que Saint Augustin va valoriser, bien sûr, c'est la notion de foi dans le Christ. Voilà. Il y a d'autres concepts dont je n'ai pas parlé, comme la question de vertu. Pour le Romain, la vertu, ça vient de vir, c'était le courage viril du légionnaire. Saint Augustin va le christianiser en disant que la vertu, c'est la sainteté. Donc il va véritablement christianiser des concepts romains. Et puis surtout, Saint Augustin va mettre en évidence que le but ultime de la guerre, c'est la paix. Les Romains n'avaient absolument pas cette idée de paix, comme vous l'avez dit, ils avaient toujours été en guerre. Augustin a évolué sur la notion de guerre au cours de sa vie. Et il a fait appel à l'autorité civile, justement, pour rétablir la paix. Alors, Augustin était parfois ambigu sur la notion de paix. En gros, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je peux 3 minutes environ. 3 minutes, voilà. Saint Augustin a un côté un peu ambigu. C'est-à-dire qu'il pose comme principe que le but essentiel, c'est la paix, et que donc la guerre ne doit être perpétrée qu'en vue de rétablir la paix. Cela dit, Saint Augustin a quand même quelques développements, notamment sur l'idée que la guerre peut être également utilisée comme une correction fraternelle, soit par le prince pour punir les hérétiques, et donc il y a véritablement pour Augustin un droit et même un devoir du prince chrétien de déclarer la guerre aux hérétiques, de déclarer la guerre aux païens, et également de déclarer la guerre aux orgueilleux. Dire qu'Augustin, et moi je pense qu'il y a quelque chose aussi qui court aujourd'hui à notre époque, Augustin va dire, à partir du moment où un prince, un roi, etc., est orgueilleux, il constitue une menace pour la paix en soi, et donc il y a un devoir de correction fraternelle qui est de rabattre, pour le prince chrétien, qui est de rabattre le caquet des orgueilleux. Voilà. Donc il y a un côté, c'est un peu ambigu, parce qu'à la fois il dit il faut rétablir la paix, mais en même temps il ouvre la porte à d'autres justes motifs de guerre, mais qui sont des guerres d'origine chrétienne, on va dire, lutter contre les païens, lutter contre les hérétiques, lutter contre les orgueilleux. Mais au départ, il ne voulait pas le recours au droit séculier, Augustin. C'est les circonstances qui l'ont amené. Je vous laisse développer. En tout cas, entre autres en Afrique du Nord, au départ, il ne voulait pas imposer la foi orthodoxe par la puissance publique. Et c'est devant les troubles, pour ramener justement la notion de Pax Romana, qu'il a demandé l'intervention de l'armée.
Alors il était effectivement dans une époque extrêmement troublée. Les Rétractationes de Saint-Augustin, où Saint-Augustin reprend son œuvre et il la corrige. Parce que c'est une pensée, disons, très mouvante, Augustin. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Vous parlez de princes chrétiens, voilà, il ne faut pas confondre l'Église et les princes chrétiens. L'Église s'est elle-même très rarement engagée en faveur d'une guerre. Elle a parfois donné peut-être son avis, mais au début du XIIIe siècle, l'exemple le plus célèbre, c'est les Cathares. Oui, les croisades, voilà. C'est la première, d'une certaine façon. Oui, mais alors après, les croisades étaient un parfait exemple de guerre juste, au sens, puisqu'il s'agissait de Et là, pour le coup, c'est l'Église, c'est le pape, c'est Urbain II qui a initié. Là, c'était une guerre juste selon les critères les plus classiques. Bien sûr. En revanche, une guerre contre les Cathares représentait moins. C'est plus bon, c'est peut-être moins évident, mais certains le défendent, ça se défend. Bon, écoutez, messieurs, c'était très intéressant. Malheureusement, nous devons nous quitter, nous arrêter là. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous recevions, pour un pré-enregistrement, donc et non pas en direct, Jean-François Chemin, pour son livre tout récent, La guerre juste, aux origines de la conception occidentale du Bellum Iustum, aux éditions des Cimes, avec une préface de Yann Le Bohec. Nous avions aussi avec nous dans le studio le frère Thierry. Donc c'est un livre érudit, mais lisible, je vous rassure, et tout à fait passionnant, comme vous l'aurez sûrement deviné en écoutant son auteur ce soir. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.